La Tanzanie est un pays indépendant et ne saurait se laisser intimider. Propos du parti au pouvoir. Ceci fait suite aux critiques américaines après les élections partielles locales. En RD Congo, le ministre en charge de la justice a transmis à la commission électorale une liste pour invalider tous les candidats détenteurs d'une autre nationalité. Une démarche qui crée la polémique. Déjà, plus de 370 morts et des pluies torrentielles continuent en Inde. Les secouristes tentent de sauver des milliers de personnes piégées par les inondations dans l'état du Kerala. Voilà pour le sommaire de cette nouvelle session de l'information sur Sika à toutes et à tous. Bienvenue. Le président malien sortant Ibrahim Boubacar Keïta a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle et entamera son second mandat de 5 ans le 4 septembre. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la Cour constitutionnelle du Mali dont la décision est sans appel. Je proclame élu Ibrahim Boubacar Keïta, a déclaré la présidente de la Cour constitutionnelle Manassa Danioko, selon la haute juridiction qui a rejeté tous les recours qui lui avaient été soumis. Ibrahim Boubacar Keïta, 73 ans, a obtenu 67,16% des suffrages lors du second tour le 12 août pour 32,84% à l'opposant Soumaïla Cissé, un ancien ministre des Finances de 68 ans qui n'a jusqu'ici pas encore reconnu sa défaite. La Tanzanie est un pays indépendant et ne saurait se laisser intimider. C'est ce qu'a affirmé samedi le parti au pouvoir, réagissant aux critiques américaines. Selon ces dernières, des élections partielles locales qui se sont déroulées le 12 août avaient été entachées de violence et d'irrégularités. Les détails. Nous ne nous laisserons pas intimider. Nous ne pouvons pas être intimidés. Même si notre pays est pauvre, nous ne sommes pas prêts d'accepter des ingérences dans notre gouvernance. Nous continuerons à nous gouverner nous-mêmes, a déclaré Bachirou Ali, secrétaire général du parti au pouvoir, le CCM, lors d'une réunion publique. Devant la presse jeudi, le secrétaire général avait déjà dit espérer que les États-Unis d'Amérique et d'autres institutions et pays étrangers respecteront l'indépendance du pays. La veille, l'ambassade américaine en Tanzanie avait fait part de la préoccupation des États-Unis face au déroulement des élections partielles du 12 août. Des rapports crédibles font état de violences électorales et d'irrégularités, incluant le refus par la Commission nationale électorale d'enregistrer des candidats de l'opposition, l'intimidation par la police de membres de partis d'opposition, des arrestations sans mandat d'arrêt et la suppression des droits de rassemblement et de parole à la veille des élections, avait détaillé l'ambassade dans un communiqué. Les États-Unis comptent parmi les principaux bailleurs de fonds de la Tanzanie. Pour rappel, le président tanzanien John Magufuli, dont le mandat entamé fin 2015 est marqué du sceau de l'intransigeance et de l'autoritarisme selon ses détracteurs, a affirmé le mois dernier que le CCM resterait au pouvoir à jamais. La Côte d'Ivoire se prépare pour la prochaine présidentielle. Déjà, les militants se mobilisent 2 ans avant. Depuis la semaine dernière, la scène politique ivoirienne n'est plus la même. Plus de précisions à travers ce reportage. Libération de l'ex-première dame Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Appel du président Alassane Ouattara de passer la main à la génération montante. En voilà des événements qui rendent dynamique et changeante l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas tout. Samedi dernier, ce sont des partisans de Guillaume Soro qui se sont fait entendre. Le mouvement politique Union des Soroïstes, UDS, a tenu son premier conseil national. Les membres de l'UDS exigent que leur leader se présente à l'élection présidentielle de 2020. Tous souhaitent voir Guillaume Soro diriger le pays dès 2020. Leur principal argument est sa jeunesse. Mouvement politique, l'UDS est lancé il y a 1 an par des acteurs de la société civile en soutien à l'action de Guillaume Soro.
Je l'annonçais en titre dans une lettre au procureur général près la Cour de cassation de République démocratique du Congo. Le ministre d'État en charge de la justice parle d'une liste transmise à la commission électorale pour invalider tous les candidats détenteurs d'une autre nationalité. Une démarche qui est dénoncée par les uns et adoubée par les autres. Alexis Tambwe Mwamba entrevoit de possibles dénonciations et recommande des poursuites contre toute personne qui, au mépris de la loi, aura déposé sa candidature et se sera fait élire. Cette démarche qui vise à exclure de la présidentielle les binationaux est soutenue par certaines organisations comme la Synergie des missions électorales citoyennes. Cette dernière estime en effet qu'il faut se soumettre aux exigences de la Constitution. Une autre frange de citoyens congolais critique l'action du ministre de la Justice qui intervient plusieurs années après le moratoire convenu au sein de la classe politique. Pour l'opposant Christophe Lutundula, cette démarche aurait eu toute sa pertinence et toute son objectivité si elle avait été entreprise bien avant, en dehors de cette période de suspicion et de règlement de compte. Selon lui, cette appréhension est d'autant plus fondée que le ministre de la Justice lui-même distribue des arrêtés de recouvrement de la nationalité sans passer par le Conseil des ministres, ni s'assurer que le bénéficiaire du recouvrement a en même temps perdu la nationalité étrangère conformément à la législation du pays qui lui a octroyé la nationalité. Tous ceux qui s'opposent à la démarche du ministre estiment que pour plus d'équité, il faudra retirer tous les arrêtés qui ont été signés depuis 2015, l'année précédant la fin du mandat constitutionnel de Joseph Kabila. Candidat à la présidentielle de décembre prochain, Moïse Katumbi, qui semble visé, a eu 2 nationalités, congolaise et italienne, pendant 17 ans. Or, le droit congolais ne reconnaît pas la double nationalité et la majorité a déjà évoqué cette affaire afin de lui nuire. On reste en République démocratique du Congo avec 49 morts et plus de 2000 personnes suivies. Le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola s'élève graduellement depuis 18 jours dans l'est du pays. Cette région est fragilisée par la violence et les déplacements de population. Les précisions. L'épidémie signalée le 1er août dans la province du Nord Kivu a fait 49 morts sur 90 cas signalés selon le dernier bulletin de situation épidémiologique du ministère congolais de la Santé en date de samedi. La Direction générale de lutte contre les maladies recense 22 décès parmi les 63 cas confirmés par des tests en laboratoire sur des prélèvements et 27 décès probablement dus à Ebola en raison d'un lien épidémiologique avec le virus. La plupart des décès ont été enregistrés dans la bourgade agricole de Mangina, à 30 km au sud-ouest du Béni, d'où est partie l'épidémie. 3 décès ont été aussi répertoriés dans la province voisine de l'Ituri. Les équipes sur le terrain ont en outre identifié 2157 contacts selon le ministère, à savoir des personnes qui ont pu être en contact avec le virus. Les professionnels de santé mènent un travail colossal pour suivre ces contacts, continue la recherche active de cas et pour préparer le terrain aux équipes de vaccination, affirme le ministère congolais de la Santé. La vaccination est utilisée comme lors de la dernière épidémie qui a touché la province de l'Équateur dans le nord-ouest du pays et dont la fin a été annoncée le 24 juillet. Les équipes médicales à Béni et à Mangina ont commencé à utiliser la molécule thérapeutique MAB 114 dans le cadre du traitement des malades, a précisé cette semaine le ministère congolais de la Santé. La RDC Est-Zaïre a connu 10 épidémies d'Ebola depuis 1976, mais c'est la première fois que le virus sévit dans une zone de conflit armé, densément peuplée avec d'importants mouvements de population. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit au Nigeria. Le président Muhammadu Buhari est rentré samedi au pays après avoir pris ses vacances. L'annonce officielle a été faite par son bureau à travers un communiqué qui n'a pas précisé si le chef de l'État a rencontré son médecin durant son séjour à Londres. Après avoir pris quelques 10 jours ouvrables de vacances, le président nigérien Muhammadu Buhari est rentré samedi à Abuja. Le chef de l'État avait commencé ses vacances à Londres le 3 août dernier, sans préciser s'il y verrait son médecin.
Le président nigérian a effectué de nombreux séjours à Londres pour des raisons de santé. En mai dernier, le dirigeant nigérian avait passé 3 jours à Londres pour raisons médicales, après y avoir passé plus de 5 mois l'an dernier pour soigner une maladie non dévoilée au grand public. Ce nouveau séjour, alors que le parti au pouvoir est en pleine crise, après la défection de dizaines de ses membres en vue de la présidentielle de février 2019, a relancé les soupçons sur l'état de santé du chef de l'État. Le principal parti d'opposition au Nigeria, le Parti démocratique du peuple PDP, a toujours insisté sur le fait que le président Buhari est indisposé et inapte à gouverner. Muhammadu Buhari est candidat à sa propre succession, malgré les critiques sur ses capacités physiques à diriger le pays. Un séisme d'une magnitude de 6,3 a secoué dimanche l'île indonésienne de Lombok. La scène se produit 2 semaines après un tremblement de terre qui a fait plus de 360 morts. Les détails. Ce séisme produit à Lombok, en Indonésie, était moins forte que celle du 5 août et on ne s'y allait dans l'immédiat aucune victime. Des habitants ont affirmé que la secousse avait été fortement ressentie dans l'est de l'île. Selon le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, le séisme a fait paniquer un certain nombre de personnes qui ont fui leur maison. La secousse a également été ressentie à Mataram, la capitale de l'île, et sur l'île touristique voisine de Bali. Il faut dire que les populations sont traumatisées par les précédents séismes parce que les répliques ne semblent jamais devoir s'arrêter. On se rappelle encore, le 5 août, un séisme de magnitude 6,9 avait détruit des milliers de maisons et autres bâtiments sur Lombok. Les souvenirs sont encore vivaces. Plus de 460 personnes ont été tuées dans cette catastrophe et des dizaines de milliers blessés. Une semaine auparavant, une autre secousse avait fait 17 morts sur l'île. L'Indonésie se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Déjà plus de 370 morts et des pluies torrentielles continuent en Inde. Les secouristes indiens, appuyés par des dizaines d'hélicoptères et des centaines de bateaux, tentent de sauver les milliers de personnes piégées par les inondations dans l'état du Kerala, dans le sud du pays. Le point des opérations à travers ce reportage. Un nouveau bilan de ces inondations a été communiqué dimanche par les autorités locales. Au moins 357 morts. Il s'agit des plus graves inondations qu'a subi cet État du sud de l'Inde depuis un siècle. Quelques 350 000 personnes sinistrées ont dû se réfugier dans 3 000 camps d'urgence. Des milliers d'hommes de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ont été déployés pour venir en aide à ceux qui sont encore isolés par les inondations. Le Kerala subit chaque année des pluies abondantes au moment de la mousson, mais les précipitations sont particulièrement fortes cette fois-ci. Depuis la fin du mois de mai, des pluies torrentielles ont déclenché des glissements de terrain et des inondations soudaines emportant des villages entiers. De nombreuses routes et 134 ponts ont été endommagés, isolant des districts entiers qui sont les plus affectés. Plus de 10 000 kilomètres de routes ont été endommagés. Selon le gouvernement local, les pertes causées à l'État du Kerala par ces intempéries catastrophiques sont d'au moins 2,9 milliards de dollars. Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé une aide immédiate de 75 millions de dollars. Voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.